Merci beaucoup. Alors, un propos peut-être introductif, moi aussi, en essayant d'être concis, simplement pour rappeler quelques convictions et une pétition de principe. D'abord, il faut le dire, même si c'est une évidence pour beaucoup, notre conviction au groupe Horizon, c'est que la commune reste la brique fondamentale de notre vie démocratique et donc de l'architecture décentralisée des pouvoirs publics tels que nous voulons la porter. La deuxième chose, c'est que les collectivités participent aux côtés de l'État à l'intérêt général. Et donc, c'est notre deuxième conviction, dans un système décentralisé sain, l'État doit faire confiance aux collectivités locales pour, en complémentarité avec lui, de manière à mettre en œuvre les politiques dont ont besoin les Français. Le corollaire de la confiance, c'est la responsabilité. Et donc, ça veut dire accepter le principe de subsidiarité. Et c'est ce qui guide les propositions qui sont les nôtres. Seul ce qui peut ne pas être mis en œuvre le plus efficacement par le niveau le plus proche des citoyens doit être exercé par la strate supérieure. Cela signifie aussi donner aux collectivités les moyens d'exercer les compétences qu'elles exercent grâce à un lien fiscal qui est aussi un lien démocratique avec leur population et leurs entreprises. La responsabilité, enfin, c'est aussi pour une collectivité exercer ses compétences, toutes ses compétences et rien que ses compétences, le cas échéant en coopération volontaire avec d'autres niveaux de collectivités locales. Enfin, l'organisation administrative et démocratique de notre pays pourrait mieux fonctionner en reposant sur une logique de couple, le couple département-région, le couple commune-intercommunalité. Ces couples ont entre eux des liens fonctionnels et démocratiques à approfondir. Alors, une fois posés ces quelques principes rapides, venons-en aux questions, et notamment la première question qui concerne la suppression d'un des 4 strates en vigueur. Notre conviction, c'est que oui, il faut simplifier et supprimer des strates. Pour autant, ça va dépendre des objectifs qui sont recherchés dans une approche décentralisée telle qu'elle sera posée. Il n'y a pas de pétition de principe à se dire que le département, la région ou l'intercommunalité, puisqu'on a posé en préalable le principe que la commune était intouchable, si on peut dire ça comme ça, doivent être supprimés. Ça va dépendre du schéma de décentralisation qui est porté, mais très clairement, nous souhaitons une simplification dans aujourd'hui un empilement institutionnel que plus personne ne comprend et que souvent d'ailleurs plus personne ne sait vraiment bien expliquer, notamment dans ces transferts financiers et dans les enjeux financiers qui sont liés au fonctionnement de chacune des strates. Il faut tirer des leçons des fusions de régions incontestablement. Selon nous, elles n'ont pas permis d'économie financière. Elles ont éloigné symboliquement, là où elles ont été faites, les lieux de décision des habitants. Et donc, le besoin de solidarité, de proximité doit être mieux peut-être pris en compte. Et donc, cela doit être posé. Alors, néanmoins, et c'est un lien avec la deuxième question, nous croyons beaucoup dans l'intérêt du conseiller territorial tel qu'il avait été voté avant d'être détricoté dans cette maison. Intérêt du conseiller territorial parce que là aussi, il garantit je dirais, une cohérence d'approche et de déclinaison des politiques confiées à l'échelon départemental et à l'échelon régional. Cohérence parce que assumée par les élus. Et on sait qu'aujourd'hui, et ce sera d'ailleurs un sujet que j'évoquerai un peu plus tard, ces échelons, départements et régions, sortent souvent des compétences qui sont les leurs, par souci d'affirmer leur existence, par souci d'affirmer leur identité, par souci d'affirmer leur proximité avec les préoccupations des habitants, et ce qui a conduit à la confusion que l'on constate aujourd'hui dans notre modèle de décentralisation. Donc oui, au retour du conseiller territorial, en étant bien sûr vigilant à son mode d'élection, afin de lui assurer une pleine légitimité pour assurer une fonction responsabilité importante. On part du principe que ce qui se passe à Paris, où le Conseil de Paris siège souvent en formation conseil municipal et parfois en formation conseil départemental, si on peut dire ça comme ça, en tout cas exerçant les fonctions qui sont propres ailleurs d'un département, ne nuit pas à la qualité du débat démocratique à Paris. Pour la question 3, pourrait-on laisser les élus locaux, dans un cadre fixé par la loi, définir eux-mêmes leur organisation territoriale? Là encore,
Non, j'ai éteint le micro. Nous répondons oui et 3 fois oui. Pourquoi? Parce qu'il serait temps de mettre en œuvre le principe d'expérimentation qui a été introduit dans la Constitution française en 2004 et qui, malheureusement, n'a pas encore trouvé à être réellement concrétisé. Ce principe était de dire que les collectivités, les territoires, selon des modalités bien sûr imprécisées par la loi, pouvaient expérimenter des compétences, enfin l'exercice de compétences, donc aussi des organisations territoriales, les gouvernements successifs, sans doute les collectivités locales aussi, sont très peu saisis de ce principe constitutionnel, ou peut-être il n'a pas trouvé sa concrétisation pratique, mais en tous les cas, ce principe a été posé, et malgré tout, il faut aujourd'hui le mettre en œuvre. Et donc, le lien au principe de subsidiarité que j'évoquais, on pourrait tout à fait imaginer pouvoir avoir des organisations territoriales différenciées, charge à l'État, qui est garant effectivement de la, j'allais dire, de l'intérêt général, de l'équilibre du droit d'accès aux services publics, de la bonne déclinaison des politiques publiques dans les territoires, charge à l'État de veiller effectivement à ce que les compétences soient parfaitement mises en œuvre partout sur les territoires, selon des modalités qui donc resteraient propres à chacun des territoires qui souhaiteraient mettre en œuvre des organisations différenciées. La question 4 concerne la compétence qui ne relèverait pas de sa catégorie. Là, nous souhaitons au contraire affirmer que, par dérogation au principe que j'évoquais, pourquoi pas, mais en tous les cas, ce que nous souhaiterions voir poser dans un modèle de décentralisation qui évoluerait, c'est que les collectivités n'ont définitivement pas le droit, si ce n'est la commune, de sortir des compétences qui lui sont données. La confusion aujourd'hui des interventions amène à ce que chacun fasse un peu tout, que le contrôle de légalité laisse faire, et que finalement chacun se mêle de culture, de sport, etc. On l'a vu sur des sujets de tourisme, on le voit sur des sujets de développement économique. Les départements n'ont plus la compétence de développement économique et pourtant ils continuent à l'exercer dans bien des endroits de manière souvent détournée. C'est un exemple parmi d'autres. Et donc peut-être que poser l'interdiction de sortir des statuts, des compétences qui sont données, serait peut-être nécessaire pour, encadrer l'enthousiasme des élus à toujours vouloir exister sur des champs qui sont spontanément pas les leurs. L'égal accès des citoyens aux services publics vous paraît-il menacé par le développement de la différenciation territoriale? La réponse à cette question résulte de ce que j'ai dit juste avant, et donc ne me paraît pas menacé de ce point de vue-là. Charge à l'État, effectivement, d'être capable peut-être d'évaluer et d'accompagner les collectivités locales et d'être peut-être plus exigeant dans la réponse au contrôle de légalité qui sera fait. Enfin, concernant le suffrage universel pour oui, c'est la 6e question, le suffrage universel pour les présidents d'intercommunalité, là très clairement la réponse est non, de manière à ne pas casser la légitimité démocratique des communes, à garder l'efficacité de ce couple commune-intercommunalité que j'évoquais en introduction, tout en sachant qu'il y a un sujet. Le cas de Lyon a été évoqué par notre collègue Vincent Day il y a quelques minutes. On pourrait aussi parler de l'architecture autour de Paris et de la métropole parisienne, qui est d'une subtilité administrative qui, là encore, échappe à beaucoup, et d'une efficacité démocratique sans doute très mesurée. Donc il y a autour des grandes métropoles, effectivement, en tout cas Paris, Lyon, Marseille, mais il faudrait aussi peut-être se poser la question de Toulouse, puisque finalement aujourd'hui Toulouse est la 3e ville de France. Donc on voit bien qu'autour des grandes métropoles, ou en tout cas la 3e agglomération, autour des grandes métropoles, il y a à reposer la question des modes de scrutin de manière très claire, sans que ça vienne, j'allais dire, impacter l'ensemble des autres intercommunalités. Merci beaucoup.